Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Soignez-vous. Aujourd'hui, une émission spéciale. C'est avec grand bonheur que nous recevons Madame Catherine Maranzana, qui est une infirmière qui nous arrive de voyage. Elle arrive de la France et elle va nous parler de son expérience. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Les huiles essentielles dans le milieu de soins ». Alors, elle va nous parler d'une approche qui combine en fait l'approche allopathique médicale avec l'usage des huiles essentielles. Alors, ça fait un moment qu'elle a mis en place des protocoles. C'est plus de 40 protocoles qui ont été développés pour les hôpitaux civils de Colmar et en Alsace, et ensuite, le tout s'est répandu en Europe. Alors, on lui parle aujourd'hui. C'est un bonheur de vous recevoir. Bonjour. Bonjour Caroline, merci. Merci, c'est vraiment un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc oui, effectivement, je suis infirmière à la base, et puis j'ai un poste de coordination dans les soins de support en aromathérapie. Quelle idée de mettre de l'aromathérapie dans un hôpital. Donc je pratique l'aromathérapie dans les soins avec toutes mes collègues depuis 15 ans. Et puis c'est vrai qu'on a développé une quarantaine de protocoles dans 60 unités de soins à peu près. Donc moi je suis formée, j'ai un DU, un diplôme universitaire en aromathérapie clinique. J'ai en plus d'autres petites expériences et diplômes, on va dire. Je termine un diplôme universitaire aussi en syndrome post-traumatique parce que c'est quelque chose dans lequel je m'investis aussi beaucoup par rapport à l'hôpital, etc. Et effectivement, on a un travail collaboratif avec le corps médical où on va accompagner certains effets secondaires de prise en charge dans le cancer notamment, mais pas que, puisqu'on va travailler en psychiatrie, en pédiatrie, en hémodialyse, chez les personnes âgées, enfin voilà, dans différents services. Différentes unités. Oui, différentes unités, oui, tout à fait. Que ce soit pour des problématiques émotionnelles, des problématiques de douleur, enfin voilà, il y a un champ de possibles important. Mais ce qui est important de dire, c'est que tout ce qui est fait à l'hôpital, ça a été pensé auparavant, ça a été validé par le corps médical. On travaille ensemble sous couvert de la responsabilité du médecin. Donc ça n'a pas été chose facile, ça a été vraiment un travail de longue haleine, mais en même temps, on a pris ce temps petit à petit pour avancer, construire les choses de façon sécuritaire le plus possible, quoi. Oui. Alors, on peut justement reconnaître ce partenariat, en fait, avec les médecins, infirmières et gens qui travaillent en médecine complémentaire. Et on défend toujours la médecine complémentaire à cette émission en disant que tous unis, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire, entre autres, de la prévention. C'est là où on excelle le mieux, souvent avec les produits de santé naturelle. Mais vous voyez, elle va nous parler un peu plus des protocoles qui ont été développés. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Comment votre goût pour les huiles essentielles s'est développé, vous? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage dans le livre de Sonia Blondeau. Oui. C'est vrai qu'au début, j'ai un contact avec la nature depuis toute petite, puisque j'ai été élevée par mes arrière-grands-parents au milieu de la Bourgogne. Et donc, voilà, le jardin, les plantes, etc. On se soignait déjà avec les plantes. Et c'est quelque chose qui est resté ancré en moi depuis longtemps, dont on s'écarte peut-être quand on grandit, qu'on veut essayer de trouver son chemin. Mais c'est vrai qu'il y a un parcours de vie à un moment donné où il y a eu une épreuve avec des problématiques de douleur assez importantes, une prise en charge qui n'était pas toujours très adaptée. Et puis bon, on sait tous que la médecine allopathique dans la prise en charge de la douleur parfois amène à prendre des médicaments qui peuvent embrumer la tête, enfin ce genre de choses. Et puis naturellement, je me suis tournée vers ça pour moi d'un point de vue personnel. Donc c'est quelque chose qui a été très bénéfique pour moi. Et puis parallèlement, ben voilà, je travaillais quand même. Donc j'ai effectué mon travail comme je le pouvais. Et puis on a mis en place ces huiles au départ juste pour que ça sente bon en fait. Ok. Trois gouttes. C'est ce que j'allais vous demander. Oui. Comment ça s'est commencé tout ça? C'est vraiment, à chaque fois, ça fait rire tout le monde quand je dis, je voulais juste que ça sente bon. Okay. Parce qu'on avait ce papier d'Arménie qu'on brûlait pour enlever les mauvaises odeurs. Et clairement, c'était pas très agréable. Et puis, je me suis dit un jour, je ramène les huiles et puis on verra. Ça va être sympa. Effectivement, tout le monde a trouvé ça agréable. Mais quand j'ai vu les réactions des patients, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Vraiment. Donc, j'ai commencé parallèlement à me former encore plus sur les huiles essentielles par intérêt personnel. Et puis, en voyant ces réactions, je me suis dit, bon,
De quoi on a besoin? La première chose, bien sûr, on a des médicaments contre les nausées, on peut accompagner les troubles du sommeil, on a des anxiolytiques si les personnes sont trop stressées. Mais souvent, moi, j'entends les patients me dire, ah non, moi, votre poison, j'en veux pas. Je préfère ne pas dormir, tant pis, mais au moins, je prendrai pas ce truc. Ok. Et c'est vraiment les 3 protocoles qu'on a identifiés en premier. On part toujours des besoins et ça, c'est resté quelque chose qui a été... peut-être qu'est-ce qui incommode un peu plus le patient, par exemple? Est-ce que c'est son trouble de sommeil? Est-ce que c'est son anxiété, j'imagine? Ou c'est un peu les deux, en fait. C'est comme cibler un peu qu'est-ce qui l'incommode le plus. Ça. Qu'est-ce qu'il voudrait voir par magie disparaître pour être capable de récupérer un peu plus? Oui, tout à fait. En fait, on part des problématiques récurrentes, en fait. Clairement, qu'est-ce qu'on voit le plus et pour lequel on peut pas faire grand-chose ou pas suffisamment. Et ça s'est imposé vraiment comme une logique, mais évidente, quoi. Évidente. Donc, on est parti sur ces premiers protocoles. Et puis on a fait ça, bon an, mal an, dans notre service. Et puis un jour, un gériatre qui m'a appelé en me disant, Madame Maranzana, mais comment ça se fait que je ne savais pas que vous existiez, mais moi, je veux faire de l'aromathérapie dans 12 services de gérontologie. What? Ok. Wow, alors là, c'était une autre dimension. Clairement. Donc, il a fallu... C'est une autre clientèle. Ah oui, et puis bon, on développe sur 12 services en plus, quoi. Donc là, il a fallu organiser, structurer. Je suis quand même allée voir la direction pour lui dire qu'il était au courant, mais voilà, on a construit petit à petit. Enfin, j'ai construit le projet, et puis j'ai surtout trouvé de l'aide parce que on peut pas avancer seul. Mon binôme direct, c'est la directrice des soins, mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, mes collègues ont pris le relais petit à petit. On a organisé tous ces soins dans tous ces services avec une certaine rigueur, une rigueur un peu alsacienne, mais voilà, de façon à sécuriser la pratique aussi. Et puis on amène aussi la formation des collègues, mais avant tout, il a fallu convaincre le corps médical, parce que c'est vrai que pour certains, quand on leur parle d'aromathérapie, c'est pas très vendeur pour eux, ça fait un peu perché, c'est quelque chose qui est un peu bizarre, ça fait peur. Mais quand on amène les études scientifiques, quand on amène un diplôme universitaire, quand on amène d'autres compétences, connaissances du patient aussi, et qu'on mêle tout ça, même s'ils sont pas super partants au début, ils sont sceptiques. Mais moi je dis que être sceptique, c'est aussi un gage de sécurité. Donc voilà, on a réussi à mettre sur la table tout ce qu'il fallait, à se parler. Et puis eux sont comme nous, en fait. Les médecins sont aussi dans la recherche de l'amélioration de la prise en charge des patients. Et parfois, quand vous avez un patient, par exemple, qui vous dit, mais moi, depuis que je suis sous chimio, j'ai froid aux pieds, j'arrive pas à dormir. Eux, ils ont pas de médicaments pour ça, en fait. Ils leur disent, mais monsieur, mettez des paires de chaussettes. Je me souviens, à votre conférence, vous aviez parlé d'une personne âgée qui était réfractaire. Oui. Il y avait froid. Et oui, je viens toujours avec cet exemple, mais c'est le premier exemple qui me vient. C'est vrai que ça a été une belle rencontre parce que ce monsieur me disait, mais madame, j'ai mis 3 paires de chaussettes. Comment voulez-vous que je fasse? Et là, on a mis un mélange après avoir parlé au médecin qui était de garde. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai quelque chose. On peut tester. Bon, allez, vas-y. Et le monsieur m'a dit, écoutez, on met que sur la moitié. On met le pied gauche et puis on verra le pied droit plus tard. Et je me rappelle parce qu'on voit les patients toutes les 4 heures, on prend la tension. Enfin, c'est un service de soins intensifs dans lequel je travaille. Et à 3 heures, il m'a dit, vous, avec vos huiles. Et là, je me suis dit, oups. Et il en a pleuré. Il m'a dit, mais mon pied est chaud. Dépêchez-vous de me le mettre sur l'autre pied. Ah ouais. Voilà. Ça paraît pas grand chose, mais en fait, dormir avec les pieds chauds, ça amène une qualité de vie et de sommeil, du coup. Et la journée d'après est quand même autre. Quand vous avez passé une nuit blanche et que le lendemain vous devez passer des examens, qu'on doit vous trouer parce que voilà, il y a des ponctions à faire, il y a la chimiothérapie à avoir, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité, comme vous parliez. Par exemple, quand vous avez dit, il y avait quand j'ai vu comment les patients réagissaient juste avec l'odeur. Oui. Parlons-en de l'odeur. L'olfaction. Parce qu'il faut dire que les huiles essentielles ne sont pas des parfums. Non.
Elles sont des molécules thérapeutiques Exactement. que la nature met à notre disposition. Exactement. C'est comme nos antibiotiques que la nature aussi met à notre disposition. Alors, on peut en parler parce qu'elles vont au-delà de juste l'odeur, effectivement, aussi. Exactement. Alors, c'est vrai qu'elles ont des propriétés dites émotionnelles. Il y a quand même une toxicité derrière. Il faut quand même faire attention. Mais il y a aussi quelque chose qui est particulier à l'olfaction. C'est que, voilà, l'olfaction, de toute façon, quand on est en contact avec une odeur, clairement, on aime ou on n'aime pas. Et c'est quelque chose qu'on emmagasine de façon inconsciente tout au long de notre vie. Donc, on a une mémoire olfactive qui se met en place très, très tôt. Donc, on vit des choses et on y associe des odeurs. Donc, il y a des odeurs dont on ne se souvient pas forcément, mais quand on est en contact avec elles, ça va nous ramener de beaux souvenirs ou alors de souvenirs assez terribles. Et ça, c'est en fait petit à petit, en travaillant sur l'olfaction, on se rend compte que c'est un vrai outil de soin. C'est quelque chose qu'on peut amener de façon extrêmement fine, extrêmement précise, de façon à accompagner. C'est ce qu'on appelle l'aromacologie. C'est vraiment utiliser les odeurs pour accompagner, pour pas interférer, pour agir sur le comportement de l'être humain, mais dans le sens accompagner et pas obliger à. Donc, sur un état émotionnel quel qu'il soit, il y a cet accompagnement que l'on peut faire et instinctivement, votre patient va trouver les odeurs qui lui font du bien. À nous aussi de proposer, parce que moi j'ai un piano où j'ai 150 huiles essentielles. Clairement, je vais pas lui faire sentir les 150. Hein, c'est pas possible. Mais voilà, il y a une présélection et puis le patient va trouver ce qui lui fait du bien. Et des histoires, mais j'en ai plein. Mais c'est vrai que c'est un vrai outil de soin quand vous avez une personne âgée qui n'accepte plus le soin de la toilette parce que au moment de la toilette intime, voilà, elle devient terriblement traumatisée, angoissée et qu'on est obligé de l'endormir pour arriver à terminer cette toilette. Nous, on a réussi à la calmer avec un mélange qui est presque thérapeutique en fait, puisqu'on a réussi à lui apporter ce réconfort, cette odeur qui l'a rassuré, qui l'a calmé et qui lui a permis d'accepter le soin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé beaucoup à l'hôpital. On peut aussi stimuler ou réveiller, on va dire, la mémoire olfactive des personnes qui sont âgées. Alors anosmique, oui, c'est pas toujours de la magie, mais c'est vrai que faire travailler un groupe de personnes âgées sur une odeur de romarin, une odeur de lavande. Parfois, vous avez quelqu'un qui est mutique, qui parle plus beaucoup. Le contact aux odeurs quand on est dans l'hôpital, c'est pas folichon. Même si nous, dans notre établissement, on a la chance d'avoir beaucoup d'espaces verts avec des jardiniers extraordinaires qui mettent des rosiers damas, donc qui sont très odorants. Mais ça, c'est important. Enfin, voilà, c'est des odeurs qui font plus forcément partie de la vie de ces personnes qui sont hospitalisées au long cours en gérontologie. Et quand vous leur ramenez, voilà, au moment d'un groupe de travail sur les odeurs, voilà, une petite odeur de romarin, celui qui est mutique dans le coin va se réveiller, va parler à sa voisine en disant « Mais tu sais, ça me rappelle quand j'étais gamin !» Voilà, et ça, c'est extraordinaire, ça réveille, oui, c'est... Ça les fait jaser. Magique. Oui, ça les fait jaser. Super. Il faut dire aussi, il faut rappeler aux auditeurs que les huiles essentielles ne s'équivalent pas toujours. Il y a des grades quand même qui sont de meilleure qualité. Oui. Alors, surtout pour la prise à l'interne ou tout ça, ou en milieu comme ça de soins. Alors, il faut faire attention. Et il faut le faire dans un milieu structuré. Oui. Il faut quand même faire des bonnes bases. Ah oui, c'est important. Avant de les utiliser. C'est important parce que la qualité, c'est déjà le premier soin. Un gage de succès, mais bien sûr, et de sécurisation. Oui, de sécurisation. Clairement, parce que les huiles essentielles doivent être pures. Il doit rien avoir d'autre avec, quoi. Ouais. Parce qu'on peut en fabriquer avec la chimie de synthèse. Hein. Une lavande peut se fabriquer complètement en chimie de synthèse en laboratoire. Ouais. Pas de solvant ou rien d'autre. Ouais. Et puis, on doit bien les identifier aussi chimiquement et botaniquement parlant. Vous n'allez pas acheter une lavande, mais il y a tellement de lavande, il y a tellement de thym, il y a tellement de menthe, avec des toxicités plus ou moins importantes pour la même plante. Donc ça, c'est important. Donc c'est quelque chose. Et puis le bio. Le bio. Ah oui, mais ça c'est pour surfer sur la vague, je suis sûre. Ça, c'est pour faire tendance. Non, c'est important. Parce que celui qui dit que quand on distille des plantes, quelles qu'elles soient, quelque qualité qu'elles aient, les pesticides, je suis désolée, ça passe la distillation
concentration. Donc, si vous avez des pesticides dans vos plantes et vous distillez ces plantes, vous aurez les huiles essentielles avec des pesticides. Moi, j'ai l'habitude d'expliquer que les huiles essentielles, en termes de concentration de principes actifs, c'est une image, bien entendu, mais une goutte d'huile essentielle correspond à 75 bols de tisane. Donc, clairement, ce n'est pas de l'eau. Non. Donc, partant de ce principe, moi, je dis toujours, si vous avez un petit enfant de 2 ans et que vous adorez lui faire des papouilles, vous savez, des massages, voilà, et que vous avez fait un lait ou une huile aromatique avec des huiles essentielles qui ne sont pas bio, bourrées de pesticides, parce qu'on peut retrouver du lindane, un grand neurotoxique, on peut retrouver des gaz de combat dans certaines agrumes, donc c'est quand même pas rien, et que vous êtes là, vous faites votre petit lait aromatique, vous badigeonnez votre gamin de 2 ans avec ce mélange bourré de pesticides, c'est pas très vendeur. Non, effectivement. Et vous êtes au Québec maintenant pour une conférence qui va prendre place demain. C'est pas votre premier voyage ici. Vous avez déjà donné une conférence. C'est le deuxième, oui, c'est vrai. J'étais une première fois au Québec en 2018 quand Sonia avait sorti le livre Au cœur des essences. Oui. Et c'est vrai que j'avais fait pas mal de conférences. Effectivement, demain, je présente... Alors là, on est sur quelque chose d'un peu plus spécifique où je vais parler en fait de la prise en charge avec les huiles essentielles en cancérologie en fait. Donc là, je vais présenter un petit peu quelles sont les possibilités, mais surtout ce qu'on fait nous en fait. C'est quelque chose. Alors justement, on peut un petit peu creuser le sujet parce que c'est quelque chose que je connais bien parce que notre professeur ici, un de nos professeurs, Maurice Nicole, a écrit un livre sur le cancer sans tuer le patient. Et en fait, les huiles essentielles dans la sphère de la cancérologie, vous les utilisez à quelle fin? Alors, nous, on est dans l'accompagnement des effets secondaires des traitements. Donc, on ne traite pas, de toute façon, avec des huiles essentielles, le cancer, etc. Ça, c'est pas c'est pas notre job. mais c'est vrai qu'on va accompagner. Alors, bien sûr, il y a tout l'émotionnel, mais on va accompagner aussi sur les nausées chimio-induites. Brûlure aussi, radiothérapie. Alors, la radiothérapie aussi. Alors, on n'est pas forcément tout de suite sur les huiles essentielles. C'est vrai que on propose aussi des sprays en première intention sur les premiers degrés de radiodermite, donc les brûlures liées aux radiothérapies, des hydrolats, parce qu'il faut vraiment penser aussi que on pense gestion de ressources, voilà, la nature donne, mais il y a quand même des limites. Et c'est vrai que les huiles essentielles, c'est quand même du concentré. Ça ne s'adresse pas à toutes les populations fragiles. Et clairement, ce qui est intéressant, c'est aussi d'utiliser les hydrolats. Donc, au moment de la distillation, on a un liquide biphasé qui sort de l'alambic, c'est-à-dire qu'il y a les huiles essentielles et en dessous, vous avez tout ce qui est eau de rose, eau de bleuet, eau de fleur d'oranger. Enfin voilà, ça, ce sont des hydrolats. Et ça, c'est aussi un vrai outil de soin, vraiment. Absolument. Et ça, juste un hydrolat de lavande, même dilué à 50% avec de l'eau, en spray sur une brûlure, même un coup de soleil d'un petit, totalement sécuritaire. Et ça, c'est le premier protocole qu'on va donner sur les premières brûlures qu'il pourrait y avoir au niveau. Est-ce que vous les utilisez, les hydrolats, surtout par exemple avec les enfants en pédiatrie? Alors, pour le moment, la pédiatrie, c'est un sujet chaud. Okay. Clairement. Okay. C'est compliqué, d'autant plus qu'on a eu au niveau de l'Agence nationale de sécurité de médicaments en France des petites corrections, on va dire, dans les directives qui normalement, voilà, c'est pas qu'ils nous interdisent, mais vraiment c'est un peu compliqué avec la pédiatrie. Moi, quand j'interviens au niveau de la pédiatrie à ce jour, peut-être que ça évoluera, on l'espère, c'est pour la prise en charge des jeunes adolescents anorexiques dans le cadre de l'accompagnement émotionnel. Mais on est en train de mettre en place un protocole pour apaiser les familles, les jeunes patients dans les salles d'attente aux urgences pédiatriques. Et là, clairement, on va pas venir avec des huiles essentielles. Donc là, on va faire un spray comme des brumes d'oreiller avec des hydrolats qui vont être apaisants. Et ça, ce sera vraiment sécuritaire. Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir porter le soin au jeune public, mais en toute sécurité. Ouais. Et vous vous intéressez, je sais, à l'aspect plus énergétique des huiles essentielles. Comme l'a dit Dominique Baudou, elles vont au-delà de ce qui est matériel. Les huiles, elles ont un côté énergétique. C'est pour ça qu'on dit même qu'il y a des huiles qui sont positivantes, négativantes. Oui. Des fois, il y a quelqu'un qui est malade au lit. On lui met le tea tree et après, le lendemain, il y a comme un coup de fouet. Et c'est pas pourquoi, mais c'est comme, ça vient de lui donner un coup de fouet. Le problème, c'est que le côté énergétique, les connaissances, on les a, on a des affinités ou pas. Seulement, en face de nous, on a un corps médical qui a quand même
c'est à vie très cartésien. Oui. C'est pas très culturel chez eux, donc c'est vraiment pas des choses qu'on va amener, qu'on va porter pour le moment. Peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce jour, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va amener dans notre langage, dans le vocabulaire qu'on va transmettre quand on va parler de protocole, quand on va vouloir mettre en place quelque chose, parce que clairement, on va passer pour des allumés. Oui, je sais. Alors, vous avez parlé un peu des avantages d'avoir les huiles justement dans les maisons de soins. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres avantages? Comment vos collègues ont réagi au début? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été quand même surprises de voir la portée des huiles? Il y a eu un peu de tout, en fait. Oui. J'ai eu des collègues qui étaient, les premiers collègues qui ont été face à ce projet, c'était mon médecin-chef à l'époque, la cadre aussi qui s'occupait de notre équipe. Et tous les deux, contre toute attente, ont été assez partants, surtout la cadre. Le médecin-chef, au début, a dit « Oh, mais c'est naturel ». Sauf que, voilà, il a vite compris que c'était pas tout aussi simple. Mais voilà, j'ai eu un petit peu de tout. J'ai encore 2 irréductibles gaulois dans l'hôpital qui ne veulent même pas du tout en entendre parler. Mais c'est comme ça, c'est humain. Après, ce qui était le plus intéressant, je trouve le plus fun, c'est d'avoir... j'ai une collègue médecin en tête qui, quand elle a entendu parler de l'aromathérapie, dit « Pardon ?» L'aromathérapie, qui était vraiment... c'était le jour où j'ai voulu... on m'a demandé de présenter les possibilités de prise en charge en addictologie. Et elle était vraiment pas du tout ouverte. Et 2 heures après la présentation, elle s'est levée, elle m'a dit « Je signe où ? Le DU, ça se fait quand et où et comment ?» Donc voilà, c'est des gens... tout le monde n'a pas reçu ça comme comme étant un soin partant tout de suite. Non, c'était pas aussi simple. Mais petit à petit, on a convaincu. Mais ce qui a convaincu tout le monde, c'est aussi le retour des patients, clairement. Ça, c'est sûr. C'est un grand pouvoir, les patients. Hein. Ils ont, quand on dit au médecin-chef, vous savez, docteur, moi, j'ai pas pris vos médicaments pour dormir, mais honnêtement, avec ces huiles, mais moi, ça me fait tellement du bien. Et puis, on convainc aussi en partageant les petits sticks inhalateurs avec les huiles essentielles ou en répondant à 1 ou 2 problématiques qu'on nous confie pour tel et tel collaborateur dans le milieu administratif, pour des collègues qui sont fraîchement enceintes et qui sont nauséeuses. Enfin, voilà, on arrive petit à petit aussi à prendre soin, parce que c'est prendre soin du patient, mais aussi prendre soin de nous, prendre soin des soignants. Ça, c'est important. On l'a énormément fait pendant la période de la pandémie, où moi, rien qu'au niveau de l'établissement, avec ma collègue, mon binôme, on a dispensé à peu près 3500 sticks tout au long de la pandémie, et puis on a accompagné petit à petit les équipes, et là, je continue toujours, puisque le post-Covid, c'est pas simple. Et justement, c'est ce qui m'a fait aller vers ce domaine du trauma, puisqu'on est confronté à des traumatismes assez importants au niveau du personnel, entre autres. Ben, vous savez, il y a des sujets des fois dans notre domaine qui sont assez tranchés parce que je parlais avec une professeure cette semaine qui me disait non, Caroline, on peut pas utiliser des huiles essentielles avec les femmes enceintes. J'ai dit moi ce que j'ai étudié avec un maître aromathérapeute, c'est que l'estragon serait sans danger. Il y a quand même des huiles avec lesquelles on peut aider parce qu'elle disait on peut pas faire grand chose avec les femmes qui sont nauséeuses en grossesse. Qu'est-ce que vous diriez de... Pour les femmes enceintes nauséeuses, les nausées gravidiques, mais si, vous avez le citron en olfaction, couplé à du gingembre, il n'y a pas de risque. L'hydrolat de gingembre? Pourquoi pas? Mais rien qu'en olfaction, ça règle pas mal de problèmes. C'est ce que je voulais savoir. Ah non, mais franchement, ça c'est quelque chose qui est validé. J'invente rien. C'est pas moi qui le sors. Justement, la validation. Parlons-en de la science qui appuie notre domaine, parce qu'il y a au-delà, en tout cas dans les dernières statistiques, au-delà de 1000 études scientifiques qui appuient le domaine. Oui. Et vous avez en Europe la société Gat-Fossé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur justement toutes les recherches que ces instances font pour aider, appuyer? Des études, il y en a de plus en plus. Après, il faut bien lire, parce que souvent il y a un titre accrocheur et quand vous lisez jusqu'au bout, c'est pas toujours vendeur non plus. Mais il y a de plus en plus de personnes, des chimistes, des professionnels qui sont experts dans ce domaine, qui travaillent de plus en plus sur le domaine. Moi, j'ai une amie qui était chercheure à l'INRA, à l'Institut national de recherche agronomique. C'est comment on dit
ouais, c'est un truc un peu comme ça, et qui faisait beaucoup de recherches et qui, elle, toutes ces journées passait à passer en revue en fait les études qui arrivaient sur les huiles essentielles. On en a de plus en plus, et c'est vraiment important de pouvoir y participer aussi, parce que nous, on fait beaucoup de choses. On a à peu près 10 000 soins annuels au niveau de l'établissement. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se lancer dans la recherche pour pouvoir prouver que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que la Fondation Gat-Fossé, elle est là pour promouvoir l'utilisation des huiles essentielles. Donc c'est vrai que c'est une fondation qui donne aussi voilà, des prix, qui distribue des prix, des bourses. Qui existe depuis très longtemps. Qui existe depuis 2008, je crois, quelque chose comme ça. Alors la fondation, hein, j'entends. Hein. Et c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir le prix Gat-Fossé en 2015. Ah, félicitations. Ouais, merci. C'est ce qui donne en fait un vrai coup de pouce en fait au projet. C'est ce qui soutient les équipes, et c'est ce qui fait aussi qu'on a développé de plus en plus l'aromathérapie dans les soins hospitaliers à travers toute la France. Moi, j'ai accompagné à peu près 150 équipes là sur les 5 dernières années, parce qu'on partage notre expérience, et c'est vrai que je me déplace facilement pour accompagner, renseigner. Enfin voilà, on partage des protocoles, etc. Donc c'est important. Mais oui, les études, c'est important, et d'en faire, c'est aussi important. Là, on a terminé une étude avec une réanimation médicale dans un établissement juste après nous, qui est sur Mulhouse, et en fait, on a essayé de montrer l'efficacité des huiles dans le cadre des sevrages en benzo dans le délirium de réanimation. Donc quand on réveille les patients, il y a une agitation qui peuvent se mettre en place, et suite à la baisse des anxiolytiques, on va dire, qui sont assez costauds quand même à ce moment-là, hein, et plus que les anxiolytiques, puisqu'on les endort bien quand même, ces pauvres patients, et le réveil est quand même assez compliqué. Donc on a essayé de voir si en appliquant des huiles essentielles dites benzodiazépine-like, on peut adoucir, on va dire, ce réveil un peu trop. Oui, parce qu'on a des molécules justement qui remplacent Ativan, Valium. Qui se fixent sur les mêmes récepteurs, mais nous, on n'a pas les phénomènes d'accoutumance. Il y a pas de. Oui, parce que les huiles sont harmonisantes. Ah bah oui, et puis il faut. C'est vrai que ça présente ce genre d'avantages. Hein. En gérontologie, il y a beaucoup de patients qui plébiscitent tout ce qui est mélange pour le sommeil, que ce soit en olfaction ou en application cutanée. Si on peut éviter de leur faire commencer à prendre des somnifères, on sait ce que ça donne, hein, les somnifères. Surtout chez les personnes âgées, oui, parce que souvent, ils prennent des somnifères avec de la morphine, ils font des chutes. Oui, et même sans morphine, vous prenez un somnifère, n'importe qui, alors les personnes âgées encore plus, hein, leur organisme fonctionne quand même un petit peu autrement. Et c'est vrai que vous vous réveillez la nuit, c'est là qu'il y a les chutes. On a quand même constaté une diminution du nombre de chutes. Alors c'est difficile de dire que voilà, c'est à cause grâce plutôt à l'aromathérapie. Il faut quand même pas non plus. Mais je pense que c'est quand même facilitant. Les personnes qui se réveillent quand elles sont sous huile essentielle, en application cutanée, enfin voilà, elles se réveillent, elles ont la tête claire. Écoutez, moi j'aimerais encourager quand même des auditeurs à faire justement des ateliers, à s'informer, à lire des livres de ressources solides, de bien se former avec les huiles essentielles pour être certain que vous avez justement ces critères de sécurité, de qualité. J'ai réussi à sevrer ma mère de justement sa morphine, son médicament pour dormir, parce qu'elle avait fait de nombreuses chutes. Elle s'est cassé des vertèbres, des côtes, et peut-être que ça aurait fini par être une hanche. Alors, quand on réussit à faire ça, on se dit, wow, c'est un pas vers l'avant pour... On accompagne les personnes qui deviennent âgées, mais elles se sentent beaucoup plus en sécurité à la maison quand il y a des aides-soignants. En tout cas, mon but, c'était vraiment qu'il y ait de plus en plus d'aides-soignants au sein même des familles, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les huiles, bien sûr. En aide, en soins d'urgence. En co-analgésie aussi, hein, on a des huiles essentielles qui, ensemble, peuvent équivaloir à palier 1, palier 2, palier 3, et pour autant, on va pas remplacer la morphine par des huiles essentielles, mais l'accompagner, éviter peut-être de passer d'un palier 2 à un palier 3, une surconsommation. Il s'agit pas d'enlever pour mettre complètement les huiles à la place, mais parfois, voilà, on va arriver à un certain équilibre pour éviter d'être dans la surconsommation. Et ça, c'est aussi important. Et ça, les médecins le voient bien. Moi, avec l'unité de la douleur, enfin, on travaille petit à petit les douleurs neuropathiques. Enfin, voilà, on a des choses à proposer, bien sûr. Et peut-être, il y a aussi, j'ai entendu, les dentistes en dentisterie en Europe, ils utilisent quand même apparemment. Ah oui, de plus en plus. Oui, le clou de girofle pour le laurier commencer aussi. à anesthésier déjà juste en olfaction dans leur salle, même dans leur sur cabinet. des problèmes dentaires. Moi, j'ai un médecin
médecin qui s'est retrouvé avec une infection très importante au niveau d'une dent, avec un début d'ostéolyse, donc une attaque de l'os. Hein. On a réussi à enrayer ça juste avec du laurier, une goutte, dans le dentifrice 3 fois par jour. En 8 jours, il n'y avait plus rien. Le dentiste, il est un peu halluciné. Oui, ben justement, nous allons recevoir bientôt une dentiste holistique à l'émission. Puis nous allons parler de qu'est-ce que les huiles peuvent amener. Oui, les hydrolats dans la bouche, en bain de bouche, hein, sur les problèmes inflammatoires liés à la radiothérapie, l'hydrolat de laurier à ce côté anesthésiant, type lidocaïne même, hein, sans compter ses propriétés antibactériennes, antifongiques. Enfin voilà, c'est l'hydrolat de laurier. Enfin moi, c'est mon préféré. Ouais, ben je me souviens que vous l'aviez utilisé justement aussi sur un petit garçon qui manquait beaucoup de confiance en lui. Ah mais oui, ce petit garçon. Je pense qu'il était adolescent, puis il marchait. Non, même pas. Il marchait la tête par en bas. Mais alors lui, c'était surtout parce qu'il est arrivé au cabinet et en fait accompagné de sa maman et de sa grand-mère. Et le problème du jour, c'était surtout lui à 5 ans, c'est qu'il faisait encore pipi au lit. Okay. Voilà. Et voilà, pour lui trouver quelque chose qui est soutenant. Il a attrapé le flacon de laurier, sauf que le laurier, normalement, à 5 ans, c'est un peu juste, mais voilà, il l'a tellement aimé. Et en prenant ce laurier qui, en caractérologie, en fait, on dit que c'est l'huile de la confiance. Et ce gamin de 5 ans attrape ce flacon et il me dit « Ah, avec ton pchit, donc avec ton stick, je me sens fort comme mon dinosaure. » Ça s'invente pas. Non. Ça ne s'invente pas. Non. Alors, vous voyez, les huiles ne cessent de nous surprendre. Catherine ne cesse de nous surprendre également. Elle est toujours passionnante à entendre. Elle donne sa conférence demain avec ARR Santé qui organise à toutes les années un congrès sur la santé, sur les huiles essentielles. Et je vous encourage à, si vous êtes du domaine, à venir vous joindre à nous demain à Laval. Vous allez sur le site ARR Santé. Je suis certaine qu'il y a encore des billets. Et puis, écoutez, votre livre fait... le récit de votre histoire est dans le livre de Madame Sonia Blondeau. Pouvez-vous nous parler, pour terminer, de votre rencontre, puis comment c'est abouti dans Sonia, un livre? c'est une rencontre qui est extraordinaire. Sonia, elle a débarqué un jour en disant, voilà, je vais parler à l'infirmière qui fait de l'aromathérapie. J'ai eu un mail de la direction qui m'a dit, vous avez une Canadienne qui va vous parler. On a passé une journée ensemble à parler. Elle était dans un cheminement personnel où elle faisait un tour du monde pour rencontrer toutes ces personnes qui travaillent avec les huiles essentielles. Je venais de faire un congrès à Brighton en Angleterre et elle a dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Une infirmière qui fait de l'aromathérapie en France dans les hôpitaux? Il faut que je la voie. On a passé une journée à discuter et puis elle m'a dit oui, je vais écrire un livre et je vais faire un chapitre sur toi. Et puis 3 semaines après, elle me rappelle, elle me fait non, je vais faire le livre sur toi. Et moi je me suis dit what? Mais non, c'est pas possible. Et elle m'a dit, c'est quelque chose qui m'a motivée du coup à accepter parce qu'au début, voilà, on est au fond de son service. On n'imagine même pas. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est pour motiver à toutes les personnes qui sont au Canada à pouvoir faire pareil pour le bénéfice des patients. Mm-hmm. Et c'est ce qui m'a motivée à dire oui, ok, on y va. Bon, nous espérons effectivement que ça va inspirer le Québec, le Canada. Oui. De toute façon, si on veut un peu plus d'expérience, Sonia a une chaîne YouTube, Sonia Blondeau, et c'est vrai qu'on a fait 29 vidéos sur l'aromathérapie en lien avec les molécules, parce que Sonia a écrit 2 autres livres sur les molécules amusantes. Ouais. Oui, qui vulgarisent un peu, qui permet de s'approprier un peu plus facilement la chimie, puisqu'on voit bien que quand on utilise l'aromathérapie, la chimie, malheureusement, il faut quand même s'y coller un petit peu, ne serait-ce que pour sécuriser sa pratique. Donc, elle a écrit 2 très beaux livres qui sont très appréciés, avec très colorés, très ludiques, avec vraiment des images très parlantes. Et c'est vrai que c'est toujours le même but, c'est de porter la connaissance au tout public de façon à sécuriser sa pratique. Et c'est vrai que les vidéos qu'on a tournées ensemble, et puis avec un autre médecin qui partage son expérience français, on a par chaque famille moléculaire échanger sur nos pratiques et donc on donne aussi beaucoup d'informations sur cette vidéo. Nous pourrons mettre le lien sous la vidéo. Oui, parfait, c'est vraiment merci pour elle et merci pour nous puisque voilà. Oui. Écoutez, merci de votre passage ici. Avez-vous quelque chose à ajouter?
Franchement, mais tester. Je pense que si demain il y a des soignants qui nous rejoignent, qui seront présents, les médecins, voilà, je sais, je suis infirmière, mais je peux partager mon expérience encore plus. N'hésitez pas à venir me voir. Et puis voilà, s'il y a des questions, je pense que notre but c'est de planter les graines. Après, aux professionnels de les faire pousser. Mais je pense que si nous on a pu le faire avec l'aval, le soutien du corps médical, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée aux soins, mais formation et surtout sécurisation de la pratique, voilà. Et là, en fin de saison comme ça, d'hiver, début de printemps, les gens sont un peu des fois à plat. Qu'est-ce que vous recommandez? On peut terminer sur ça. Oh là là, il y a plein de choses, hein. Rien que respirer, les agrumes, le citron, c'est quelque chose qui tire vers le haut, qui est dynamisant, qui est un petit peu antidéprime. Alors les psychiatres ne me tirez pas dessus, hein, c'est pas un antidépresseur, mais quelque part, oui, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du bien. Vous avez l'épinette ici, un peu cortisone-like, bien sûr, à respirer, c'est quelque chose qui va booster. Alors faut faire attention parce qu'elle a quand même une action sur les surrénales et on va pas le faire en continu. Faut aussi accepter d'être fatigué, de se reposer de temps en temps. Oui. Donc voilà, mais c'est des petites choses toutes simples. Et je pense qu'il faut aller vers ce qui nous convient quand il y a une odeur dans les huiles essentielles qu'on apprécie. C'est que quelque part, on en a besoin, point barre, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Il faut y aller avec nos coups de cœur aussi. Exactement. Après, il faut faire attention aussi à toutes ces fragilités, épilepsie, asthme, clairement, mais ces personnes se connaissent et c'est vrai qu'un asthmatique, il va faire attention. Plus c'est fort, moins il va vouloir le respirer. Donc c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement. Mais surtout, allez-y, tentez l'expérience. Il faut juste prévenir les auditeurs que l'aromathérapie crée des dépendances quand même. Une fois qu'on met les mains dedans, c'est terminé. On le lâche plus, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci de votre passage ici. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Et si vous voulez nous appuyer pour que nous puissions continuer notre beau travail ici, alors il s'agit d'aller sur la page luxmedia.info et vous avez un onglet dans le haut, en haut à droite de l'écran et vous allez pouvoir cliquer sur don ou vous envoyer un don à Luxmedia. Les informations sont au bas de la vidéo. Alors merci pour votre écoute. À bientôt. À bientôt.